et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 30 janvier 2024. On est en direct avec vous jusqu'à 11h30, une heure de direct. Merci à vous d'être là avec nous. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous parlons d'un sujet méconnu mais essentiel à notre bien-être. Nous parlons du périnée. Et oui, le thème du jour, mon périnée sans tabou. Avec nous sur le plateau, Madame Amel Benoufla Tamdalari, elle est sage-femme et elle nous en parlera. Comment le rééduquer? Pourquoi est-il important? Où se trouve déjà ce périnée, ce muscle si important dans notre vie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr. Côté conseil pratique, aujourd'hui, conseil pratique, nous parlons de l'allaitement, mais nous parlons du sevrage de l'allaitement. L'allaitement n'est pas toujours facile à aborder, mais le sevrage aussi peut être compliqué pour les mamans et pour les bébés aussi. Alors comment bien sevrer son enfant de l'allaitement? On en parle aussi avec notre sage-femme, Madame Amel Benoufla Tamdalari, qui sera aussi sur le plateau pour des conseils pratiques. Et pour finir, bien sûr, la rubrique de Wahida Salim Sheikh, elle est dédiée à la Palestine, c'est Wisher et c'est en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie, et ça commence tout de suite. Alors, nous parlons aujourd'hui du périnée, cet organe méconnu, mais pourtant essentiel à notre bien-être. Beaucoup de femmes en entendent parler au moment de la grossesse. Il est très sollicité pendant la gestation et lors de l'accouchement aussi. Alors, focus aujourd'hui sur le rôle essentiel du périnée. Quels sont les moyens de traitement, de prévention justement pour éviter un relâchement? Et pourquoi ce sujet reste-t-il tabou? Alors, si ce sujet vous parle et si vous avez envie de nous poser des questions, besoin de poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à le faire et à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Amel Benoufla Tamdalari. Vous êtes sage-femme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et c'est moi aussi à mon tour qui remercie Canal Algérie pour collaborer avec nous, parce que ce n'est pas évident d'aller sensibiliser toute la masse féminine. Par rapport à des sujets aussi importants. Un sujet méconnu et très important. Très bien. Et avec nous aussi, Wahida Salim Sheikh. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Alors tu nous accompagnes pendant toute l'émission et pour ta rubrique en fin d'émission, bien sûr. Exactement. Voilà. Alors on va parler aujourd'hui du périnée, mais il faudrait peut-être d'abord définir ce que c'est que le périnée, parce que pour beaucoup, c'est un organe ou un muscle ou quelque chose de méconnu. C'est vrai que le périnée, c'est très abstrait quand on en parle comme ça. Alors le périnée, c'est tout simplement un muscle qui lui-même est formé de plusieurs muscles et qui se trouve à la partie basse du bassin osseux. Alors pour faire un peu ludique, je vais dire, si demain on venait à perdre notre périnée, on aurait notre vessie, notre utérus, nos intestins et notre partie anale et rectale à terre. D'accord. C'est ce qui soutient le tout. C'est ce qui soutient. Donc si on devait le perdre, voilà ce qu'on retrouverait tous nos organes à terre. Donc lui, c'est un muscle de soutien et il est là pour renforcer alors la vessie, l'utérus, la cavité vaginale. Ça, c'est tout ça en avant. Même les intestins. Parce que l'utérus, c'est tout ce qui est abdomen, viscères, intestin, côlon. Donc vraiment, c'est lié, c'est quand même assez intime. Et côté arrière, vous allez avoir l'anus et le rectum. Donc, dès que vous avez un périnée défaillant, qu'est-ce qui se passe? En avant, ça va être les fuites urinaires. Ça va être la constipation, puisqu'en arrière, côté côlon, côté rectum et côté anal, donc ça, la défécation ne se fera plus normalement. Donc, de la constipation, des fuites urinaires et parfois des descentes d'organes. C'est-à-dire que vous pouvez sentir votre utérus carrément descendre dans la paroi cavité vaginale. Alors là, aujourd'hui, on va parler des femmes, bien sûr, mais les hommes aussi ont un périnée. Oui, les hommes ont un périnée, mais ils sont quand même un peu plus chanceux que nous, parce que eux, du point de vue anatomique, tout est fermé. Voilà. Donc, il n'y a pas de fuite. Alors, voilà.
Donc de leur côté, ça va. Donc il faut bien sûr le travailler aussi. Peut-être qu'un jour on fera une émission sur le périnée chez les hommes, mais c'est beaucoup plus essentiel de le travailler chez la femme, surtout avec les grossesses, parce qu'on n'entend jamais parler. Avant la grossesse, on n'entend pas parler. Pendant la grossesse, c'est à ce moment-là qu'on découvre un petit peu notre anatomie, parce qu'on est curieuse de savoir ce qui va se passer pendant ces 9 mois, ce fœtus, comment il va évoluer. Et après, on apprend qu'on a un périnée qui va soutenir tout ça. Et est-ce qu'on peut le travailler avant? Il faut-il s'en renseigner avant la grossesse? Parce qu'une fois que la grossesse est là, est-ce qu'on peut le travailler aussi pendant la grossesse? On peut le travailler, oui, en séance de PNP, c'est-à-dire préparation à la natalité et à la parentalité. Donc là, déjà, la femme prend conscience de son périnée. Elle le travaille, c'est-à-dire vu les circonstances. Bon, c'est vrai qu'il y a le poids, il y a quand même la décharge hormonale, tout ça. Donc, on n'est pas vraiment dans la vraie anatomie féminine, parce que la grossesse va un peu fausser les choses. Oui. Mais c'est surtout après l'accouchement qu'elle va retrouver son corps initial et elle va aller travailler ce périnée qui, lui, est quand même revenu à la normale, si on peut appeler ça. Je voulais juste revenir tout à l'heure quand on parlait du périnée masculin. J'ai dit pas de fuite. Enfin, je reprends. Je ne parle pas des fuites, pas de descente d'organes. Descente d'organes. Les fuites, voilà. Il y en a. D'accord. Okay. Très bien. Alors faites attention vous aussi, les hommes, et renseignez-vous. Aujourd'hui, c'est pour les femmes, et justement, on parle du périnée. Si vous voulez nous poser des questions, si vous savez ce que c'est, c'est tant mieux, suivez-nous et vous allez apprendre des choses si vous voulez poser des questions. Si vous ne savez pas aussi ce que c'est, appelez-nous aussi, posez-nous des questions. Au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91, voilà. Donc justement, quel est son rôle? Donc retenir tous les organes justement et son fonctionnement aussi. Il a d'autres rôles? C'est un rôle de soutien. D'accord. Essentiellement de soutien. C'est comme on va un peu vulgariser les choses, c'est un gros matelas qui va les soutenir. Donc la vessie en avant, l'utérus et la paroi vaginale. Tout ça, c'est en avant. Les intestins, tout ça, le côlon. Et en arrière, la partie rectale et anale. Donc, c'est le quotidien qui est maintenu. Oui. C'est le quotidien. Justement, vu que ça concerne cette partie basse, c'est un petit peu tabou d'en parler. C'est pas toujours évident pour une femme de dire, voilà, je crois que j'ai un problème d'incontinence. On n'ose pas en parler. Limite, c'est rib, je suis à Adnan, n'ose pas? Alors, c'est rib, mais pas que chez nous. Oui, un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est tabou. C'est tabou, donc pas que chez nous. Alors oui, aller parler de ces fuites urinaires, on n'ose pas. Aller parler de son incontinence anale, ça ne le fait pas. Oui. Donc bon, là c'est pour ça que je remercie toujours Canal Algérie, parce que cette sensibilisation, elle va aider, elle nous aide, parce qu'en milieu clos, c'est quand même plus difficile. Oui. Okay, mais il y a quand même une dizaine d'années, franchement, je suis quand même un peu contente, parce qu'il y a une dizaine d'années, on recevait très peu de femmes et là, vraiment, le flux a changé. D'accord. Aujourd'hui, on vient consulter pour ça. Oui, on vient, des jeunes, des moins jeunes. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que on croit toujours que c'est les femmes qui ont accouché, qui viennent, ou qu'il faut être jeune. Non. On reçoit des femmes de 70 ans, de 77 ans, bien sûr en bonne santé, oui. Et qui ont des résultats magnifiques. D'accord. Franchement. Donc on peut rééduquer son périnée n'importe quel moment, n'importe quel âge. Même bien après une grossesse, on va dire la dernière grossesse date d'il y a 15 ans, 16 ans, on peut toujours faire une rééducation. Là je parle de 77 ans. Oui. Donc, franchement, moi j'en ai reçu 77, 78, avec des résultats magnifiques. Très bien. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre collègue Samia Bouarour qui nous parle justement du périnée. On revient tout de suite après. Lors de la grossesse et de l'accouchement, le périnée est mis à mal. La prise de poids de la femme ainsi que le poids du bébé demandent au périnée un véritable travail de soutien. Pendant l'accouchement, le périnée s'étire avec le passage du bébé. Et c'est à la suite de ce travail que la rééducation intervient. Toutes les femmes peuvent bénéficier d'une rééducation périnéale à tout moment de leur vie. Ces séances de rééducation permettent de retrouver un tonus musculaire au niveau de l'appareil génital. Les femmes ayant accouché par césarienne ne sont pas dispensées de cette rééducation. On l'a si bien dit, un périnée affaibli peut avoir de nombreuses conséquences, fuites urinaires, prolapsus et autres.
Des exercices peuvent être faits à la maison, notamment pour apprendre à verrouiller le périnée. Il est conseillé de commencer la rééducation du périnée 6 à 8 semaines après un accouchement. C'est au cours de la visite postnatale que les séances de rééducation du périnée sont prescrites par le gynécologue ou la sage-femme. Plusieurs méthodes existent, qu'elles soient effectuées chez un praticien ou en autotraitement à domicile. La rééducation du périnée assure à la femme un bien-être et une assurance tant sur le plan physique que psychique. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire, par exemple, est-ce qu'il y a un petit exercice pour prendre conscience de l'existence de son périnée? Parce que quand on dit que c'est un muscle, quand on contracte les muscles, par exemple, je ne sais plus comment ils s'appellent, bon, les bras, par exemple, quand on les contracte, on prend conscience et on les voit où ils sont. Le périnée, est-ce qu'il y a un exercice pour savoir où il se situe exactement pour comprendre tout ça? Oui, alors juste pour reprendre ce que j'ai vu là sur... Oui. Oui, on peut faire ça à domicile à condition de contracter de façon juste. Parce qu'on peut passer à côté d'un mouvement complètement faux et qui peut même créer des dégâts. Donc, une fois que vos séances sont terminées, enfin, il y a une dizaine, douzaine, après, vous pouvez finir ça chez vous. Une fois que vous avez bien compris le principe, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et de temps en temps faire quelques contrôles pour voir si tout va bien. Mais commencer comme ça carrément par YouTube et tout, par ce qui se fait, je pense que c'est quand même un peu dangereux. Oui, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous éclairer par rapport à ça. Oui. Et justement, pour consulter, qui est-ce qu'on consulte? On va voir un gynécologue On va voir un gynécologue, on peut aller voir une sage-femme, éventuellement un kiné, voilà, c'est surtout ça. Même parfois un bon généraliste peut suffire. Hein, D'accord, très bien. Et pour faire l'exercice justement, pour prendre conscience où il se situe exactement dans le corps? Ah ben, on commence à la première séance, parce qu'il y a comme la séance en elle-même, elle est coupée en deux. Vous avez une partie manuelle et une partie qui est électrique à travers une sonde. Électrique. Donc au niveau de la partie manuelle, c'est là où vous commencez à connaître exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire par exemple un autobilan? On va voir qu'il y a certains symptômes qui sont là, récurrents. On a parlé d'incontinence, mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Est-ce qu'on peut se faire un check-up personnel en se disant, bon, ils ont dit qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, je crois que je dois aller consulter? Alors, d'abord, les fuites urinaires sont très parlantes, donc c'est ça. L'incontinence, fécale aussi, elle est parlante. Par contre, ce qu'on peut ressentir aussi, c'est une sensation de corps étranger. Quand on reste au niveau de la paroi vaginale, c'est quand on reste trop longtemps. Donc, il y a une sensation de corps étranger. Quand on reste assise ou debout? Quand on reste trop longtemps debout. Debout. Voilà. Aussi, ça peut concerner aussi les femmes qui ont un problème de constipation, parce que la constipation est l'ennemi du périnée. Alors, il y a pas mal d'ennemis qui causent des dégâts au périnée. Vous avez la constipation chronique, vous avez l'allergie. Pourquoi? Parce que c'est la toux et l'éternuement. Le fait d'éternuer. Oui, ça crée une pression. Exactement. Sur le périnée. Donc, si vous êtes allergique, vous n'êtes pas traité, donc là, ça c'est souvent les femmes qui ont un problème d'incontinence, c'est au moment de tousser ou au moment d'éternuer que alors, ça arrive. Il y a aussi. plusieurs incontinences. Ça, c'est vous parlez de l'incontinence d'effort. Oui. Après, il y a l'urgenturie, c'est-à-dire vous avez des femmes, en général, elles sont quand même moins jeunes. Elles sont dans un espace et puis, hop, c'est la débâcle. D'accord. Elles n'ont pas de contrôle sur le... Donc il y a deux types d'incontinence. Il y a trois types. Il y a l'incontinence d'effort. Là, c'est la toux, c'est la marche, c'est l'éternuement. Bien courir. Voilà. Ou alors, vous avez l'urgenturie, c'est-à-dire carrément, vous n'êtes pas maître de votre corps. D'accord. C'est la débâcle et vous ne pouvez rien faire. Ensuite, on a les deux. C'est ce qu'on appelle l'incontinence mixte. D'accord. Vous avez les deux. Et est-ce que les trois, qui est mis en cause dans les trois, c'est le périnée à chaque fois? C'est toujours le périnée. D'accord. Toujours le périnée. D'où l'importance de faire travailler son périnée le plus tôt possible. On commence à quel âge? Juste après l'accouchement. Parce qu'il faut savoir que c'est surtout la grossesse qui crée tout ça.
Avant la grossesse, on ne travaille jamais son périnée. Non, Il n'est pas important pas de vraiment, non. Par contre, ce que j'éviterais, c'est pour les jeunes filles entre 20 et 30 ans, avant de procréer, il faut éviter de porter les choses très lourdes. Parce que l'anatomie féminine fait que quand même, on reste C'est pour ça qu'on nous sensible. disait à chaque fois... Voilà. Mais mamie, mais c'est fou. Nos mamies nous disaient faites attention, portez pas un truc lourd. Elle disait طي حاجة, mais j'ai oublié le mot qu'elle utilisait. Voilà. Mais c'est fou. Donc, il faut quand même respecter l'anatomie féminine, qui reste quand même fragile et sensible par rapport à celle des hommes, des Donc messieurs. pourquoi il faut faire... C'est donc pour ça qu'il faut travailler son périnée, mais on va dire qu'il faut commencer après avec la grossesse. C'est surtout avec la des grossesse séances. qui va bien marquer le coup. C'est D'accord. surtout la grossesse. Donc dès le premier trimestre de la grossesse, où on attend un petit peu... Alors, il Comment faut ça se attendre le passe retour de couche. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai dit précédemment, il faut que le corps revienne à sa position initiale. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on travaille un peu le périnée pendant la grossesse, le corps n'est pas tout à fait lui-même. C'est un corps avec un fœtus, avec une Complète impression transformation, mutation. complètement donc, oui. transformé. Bon, c'est très bien, on le prépare à l'accouchement. Mais pour vraiment avoir à faire un périnée carrément, enfin, un périnée initial, voilà ce que je vais dire, carrément comme on l'avait avant, il faut attendre le retour de couche, c'est-à-dire les premières règles après l'accouchement. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a un lien aussi avec l'élargissement du bassin? On dit souvent qu'une femme justement qui doit accoucher va avoir le bassin qui va être élargi. Est-ce que le périnée est mis en cause à cette fois-ci aussi, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, non, ça n'a rien à voir. Le périnée se trouve plus bas que Plus le bas. bassin. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'élargir le Non, on avec élargit, l'accouchement. on élargit le bassin pour la descente fétale. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Oui. Est-ce que, quand on accouche par voie basse ou par césarienne, c'est la même chose ou on a moins de risques? C'est presque la même chose. C'est-à-dire, si vous êtes césarisé, eh ben vous allez passer par la rééducation parce que le corps a supporté déjà un fœtus de 3 kg à peu près, 2,8 kg, ça c'est minimum, avec un liquide amniotique et une Avec un décharge placenta, hormonale oui. très importante. Donc le périnée a supporté déjà tout ça. On rappelle que la décharge hormonale, qu'est-ce qu'elle fait justement sur le périnée? Elle élargit, Elle le détend. elle le Voilà. détend, voilà, pour mieux supporter le poids. D'accord. Donc après, il se retrouve complètement relâché et il perd ses fonctions principales. D'accord. Donc après l'accouchement, attendre combien de temps? Justement, accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie basse, c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Et la rééducation peut être entamée, donc au retour de couche, on va dire 4 semaines. Ça dépendra allaitante, non allaitante, ça dépendra d'une femme à une autre. Le plus important, c'est d'attendre le retour de couche. C'est-à-dire, vous avez vos règles, Oui. hop, on attend et on prend rendez-vous. Très bien. Nous avons un appel avec nous. Nous avons docteur Zerouri. Bonjour, docteur. Allô? Allô, oui. Un petit... Oui, bonjour, docteur Zerouri. Bonjour, Ça va, vous allez bien? ça va, merci et vous? Très bien, merci. Vous êtes gynécologue, alors on le rappelle. Vous étiez avec nous sur le plateau hier pour parler de la grossesse. Et vous nous appelez aujourd'hui, vous avez vu que c'était le sujet continu. Donc on est avec, on parle du périnée qui est très important, que ce soit pendant la grossesse ou même après. Oui, Donc vous vouliez intervenir? oui, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oui. Donc, oui. Allô? Voilà, donc pour la rééducation du périnée, Mhm. je leur fais un conseil pour les femmes. Oui. Donc il faut qu'elles fassent leur rééducation. Donc ça se passe, c'est juste après l'accouchement. D'accord. Juste après l'accouchement, donc 40 jours à peu près après l'accouchement. Ce qui est bien, c'est de... Maintenant, ici en Algérie, on a la nouveauté, c'est le laser gynécologique. C'est une technique D'accord. moderne qui a d'excellents résultats sur le périnée. D'accord. Donc, la femme, après l'accouchement, que ce soit par voie haute ou par voie basse, c'est-à-dire même la césarienne, D'accord. il y a ce qu'on appelle les relâchements musculaires. Oui. Donc, il y a une petite descente d'organes, le prolapsus, et il y a les fuites urinaires aussi, parce que la vessie est liée à l'utérus. Oui. Donc, il faut qu'elle fasse ses rééducations et le laser. On D'accord. combine les deux pour avoir un meilleur résultat. D'accord. Avant, on faisait que la rééducation du périnée, mais là, maintenant, avec le laser, ça donne d'excellents résultats parce qu'il va stimuler la sécrétion de nouveaux collagènes. D'accord, très On bien. va avoir ce qu'on appelle un néocollagénose, c'est-à-dire un nouveau tissu riche en collagène. Donc, il va permettre d'être, c'est-à-dire mieux, il est mieux tonique.
D'accord. Voilà. Est-ce que justement le laser, parce qu'en parlant de laser, en général quand on parle de laser, enfin, on en parle pour l'épilation et tout ça, et on a l'impression que ça aura des effets après sur le fait sur la fécondité en général, quoi. Donc, est-ce que ça a des méfaits ensuite ou c'est étudié et fait pour? Non, non, il y a pas de risque sur la fécondité, ni sur, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de stérilité ou bien quoi que ce soit. Donc le laser, il va agir au niveau des muscles du périnée. D'accord. Il va stimuler les cellules à sécréter le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. D'accord. Il est aussi donc indiqué aussi chez les femmes âgées qui souffrent de cystite, qui souffrent de douleurs pelviennes inexpliquées avec des brûlures mictionnelles et de relâchement, prolapsus. D'accord. Donc, il n'y a aucun risque sur la fécondité, il n'y a aucun risque de cancer. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il est utilisé en Amérique et tout ça. Donc, il n'y a pas eu d'études qui ont confirmé cette... D'accord, très bien. Et justement, on fait combien de séances de laser? Alors, ça dépend des cas. Oui. Le minimum, donc, c'est 3 à 4 séances, à moins d'intervalle. D'accord. Et on combine avec le laser. En même temps, on fait la rééducation du périnée, c'est-à-dire l'électrostimulation. D'accord. Voilà. Donc, il est indolore, Oui. il n'y a pas de risque, il est très facile à manipuler. Donc, même la patiente, c'est-à-dire être du cabinet sans aucun problème. D'accord. Eh ben, très bien. Ça a l'air très intéressant. Merci, Dr Zelloré, pour ces éclaircissements. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Je vous en prie. Pardon? Je voulais rajouter quelque chose, peut-être? Voilà, donc j'incite les femmes à faire leur rééducation du périnée juste après l'accouchement. Les femmes qui accouchent, que ce soit par voie basse ou par voie haute. Et même aussi, je lance un message pour les femmes qui souffrent, surtout les femmes ménopausées âgées, qui souffrent de dysparunie, c'est-à-dire de douleurs pendant les rapports, de brûlures mictionnelles, de douleurs pelviennes inexpliquées. Après leur séance de laser, ça va leur soulager et ça va leur qualité de vie, elle sera meilleure. Elle sera meilleure, voilà. Meilleure qualité de vie. Merci, donc docteur. Elles vont vivre une ménopause épanouie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur Zelloré. Merci pour votre appel, pour tous ces éclaircissements. Merci. Donc elle est partie, c'est bon, elle a raccroché. Donc le laser, donc il y a aussi une méthode, mais vous parliez aussi de la méthode de électrostimulation. Voilà. Oui. Comment que ça se passe justement l'électro? C'est pareil que le laser? Est-ce que c'est 4 séances? Comment... Alors l'électrostimulation, elle vient compléter la partie manuelle. Oui. Ok. Donc on va rester 5-10 minutes avec la partie manuelle, c'est-à-dire que la femme va apprendre à aller chercher les parties du périnée qu'il va falloir contracter. Donc elle va apprendre à connaître son corps, et à s'en servir au quotidien. Ensuite, juste après, on introduit une sonde personnelle. Alors là, je tiens à le dire et je lance un appel, c'est qu'il y a des cabinets de rééducation qui malheureusement se servent d'une seule sonde électrique pour stimuler toutes les femmes. Donc c'est très dangereux, c'est terrible parce que la femme, quand elle rentre, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle fait confiance. Est-ce qu'on doit la trouver emballée dans une boîte? Oui, comment ça se passe elle doit, quand elle rentre dans un centre de rééducation périnéale, elle doit ouvrir carrément la déchirer. Il faut qu'elle l'ouvre carrément. Il ne faut pas qu'elle soit juste dans un sac comme ça. Comme ça, elle est sûre, sûre de la fiabilité de la sonde. Alors l'électrostimulation, elle vient juste après la manuelle et elle va venir stimuler électriquement, c'est-à-dire que la femme est passive, elle est là allongée, elle se repose parce qu'elle a quand même travaillé un petit peu et la sonde, elle est programmée par rapport, parce que chaque femme a son programme. On a parlé tout à l'heure de l'incontinence d'effort, on a parlé de l'urgenterie, on a parlé de l'incontinence mixte. Donc chaque femme a un programme particulier. Donc on va programmer la sonde à travers le programme personnel et on va la laisser 20 à 30 minutes avec une électrostimulation qui, elle, va aller stimuler tout ce périnée partout et là où il faut. D'accord. Voilà. Ensuite, elle reprend sa sonde, elle rentre chez elle et on organise encore d'autres séances. Ça peut aller de combien à combien de séances? Il faut un minimum de 10 séances. Il faut savoir que, moi je parle de ce que j'ai connu il y a quelques années en France, les 10 séances étaient remboursées par la Sécurité sociale. Donc c'est vous dire à quel point c'est important. On ne rembourse pas n'importe quoi.
Donc voilà. Donc il est essentiel de faire ça en minimum 10 séances. Ah mais oui, il est faux. Parce que pourquoi je reviens à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que les 2-3 premières séances, la femme ne sait pas bien contracter. D'accord. Elle va un peu. Plutôt un apprentissage. Il y a un Voilà. apprentissage pour aller vers une contraction juste et saine, c'est-à-dire qui ne va pas créer de dégâts. Voilà. Et puis, voilà. Il y a aussi des techniques qu'on a souvent retrouvées sur Internet, le stop pipi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette, la technique qui consiste à se retenir un petit peu à chaque miction. Au début, elle était en vogue, elle était souvent, n'est-ce pas? Tu l'as déjà. Exactement, j'allais parler de ça aussi. C'est révolu tout ça. Oui. Oui, c'est révolu. Donc, c'est Il y a à d'autres éviter. méthodes. Oui. Oui, c'est à éviter. Et puis, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi aller fatiguer ses viscères, aller fatiguer les organes pour rien, et ça ne sert à rien. Donc, il y a d'autres méthodes qui se font en cabinet et qui ont beaucoup de résultats et moins contraignants que ça. Est-ce qu'une bonne hygiène de vie est importante aussi? L'alimentation, le fait de fumer ou pas, le fait d'avoir une activité physique ou pas? Oui, alors- Est-ce que tout cela joue un rôle? Oui, énormément. Il y a l'hygiène de vie. D'abord, il y a l'alimentation, puisqu'on avait dit là, tout à l'heure qu'il y avait une relation entre tout ce qui est appareil digestif et utérus, et vessie, puisque l'utérus et la vessie ne sont pas très loin, et vous avez les intestins juste un peu au-dessus. Donc, quand franchement, vous prenez une alimentation avec beaucoup de gaz, irritants, tout ça, vont faire pression sur la vessie, vont faire pression sur l'utérus. Donc, il y a déjà ça. Et vous avez aussi l'hygiène de vie. Donc, si vous avez une toux, comme on l'avait dit là précédemment, il faut tout de suite aller trouver une solution parce que ça fait pression sur la vessie, ça fait pression sur l'utérus et ça crée des prolapsus. Ensuite, ce que vous avez aussi, alors tout ce qui est travaux ménagers, ça c'est terrible. Terrible, terrible, terrible ce qui se passe. C'est que c'est terrible parce que là, carrément, ça achève le périnée. Le périnée. Ça achève le périnée. Le ménage tout doucement, mais il ne faut pas forcer non plus. Non, je parle Il y a des choses à ne pas faire. Soulever les meubles. Voilà, c'est ça nettoyer. surtout. Et puis prendre de gros paniers bien lourds, de gros tapis. tout ça, voilà. Mais sinon, le ménage quotidien qui n'influe pas. Vous avez la constipation aussi qui est l'ennemi du périnée. Donc il faut une alimentation riche en fibres. Riche par en exemple. fibres, et puis aller voir son gastro et lui dire pourquoi et comment je pourrais me débarrasser de ce problème-là, qui peut engendrer d'autres dégâts. Et l'allaitement joue un rôle aussi dans le renforcement Alors, du périnée. absolument, absolument. La nature est très bien faite. Vous savez que l'allaitement va faire remonter un petit peu l'utérus. Parce qu'en général, la femme, juste après l'accouchement, tout est encore béant, tout est encore relâché. Oui. Voilà. Donc, comme il y a un lien direct entre le sein et l'utérus, donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on donne le sein, l'utérus lui aussi est stimulé. Donc, quand il est stimulé, il va faire remonter votre périnée, utérus, oui. votre périnée, et même la vessie aussi, elle va suivre un petit peu. Donc, c'est tous ces organes-là, qu'on a cités tout à l'heure, qui vont eux aussi suivre l'allaitement. Donc l'allaitement n'est pas bénéfique que pour l'enfant, il est bénéfique tout autant pour la maman. Ah oui, c'est bien synchronisé. Très bien. Il y a juste, pardon, si je peux me permettre, ces derniers temps, on a remarqué un trend justement sur les réseaux sociaux. Ils utilisent des plantes et ils les utilisent comme dans des bandes à gaz pour justement... Vous les utilisez comme une sonde pour, c'est ça? Voilà, exactement. Pour renforcer ou le périnée. Vous savez, bon, franchement, il y a plein de choses comme ça qu'on peut... Enfin, sur les réseaux sociaux, on trouve tout. Et Justement. des choses très intéressantes, hein, ça je ne le nie pas. Mais un peu de tout. C'est le grand marché où on propose plein de choses. Mais jusque-là, je n'ai pas entendu parler de plantes ni de quoi que ce soit. Bon, après, peut-être que les plantes, elles peuvent intervenir dans tout ce qui est infection urinaire. Voilà, ça peut être, parce que quand vous avez une infection urinaire, ça favorise aussi les fuites. D'accord. Je voulais revenir tout à l'heure à la cigarette. Oui. La vessie est très sensible à la cigarette. Donc, si une femme est vraiment fumeuse, sa vessie va être aussi perturbée. Donc, ou fumeuse passive aussi. Passive aussi. Bon, voilà. Passive, je ne pourrais pas me prononcer parce que ça, je ne le sais pas. Mais je sais que la cigarette directe, comme ça, pour une femme qui en consomme tous les jours, ça influe énormément sur la vessie. Très bien. Et il y a autre chose aussi, c'est l'état émotionnel. Je pense qu'on l'a tous connu. Quand on est très stressé, c'est les toilettes. Oui.
hein. Oui, ça arrive. Voilà. Oui, c'est vrai. Hein, c'est les toilettes. Donc quand on est vraiment stressé, quand ça dure, hein, Oui. quand ça dure dans le temps, ça fait 1 mois que vous êtes stressé, 2 mois, là votre vessie va commencer elle aussi à lâcher. Parce qu'on est crispé, quand on est stressé, Eh on ben est sous oui, tension. parce qu'on donc, est sous voilà. tension et elle est très sensible à tout ce qui est, elle est connectée au cerveau. Exactement. Donc elle est très sensible à tout ce que vous lui mettez comme information. Donc là aussi, ça peut créer des relâchements et des fuites urinaires. Très bien. Donc il faut travailler son périnée. J'espère que ça a été clair pour vous aujourd'hui. On va continuer à en parler. Donc si vous voulez encore nous poser des questions, donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il va s'afficher tout au long de l'émission, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est une petite pause et on revient pour les rubriques pour continuer à parler du périnée, du sevrage de l'allaitement et bien sûr avec Wahida, filière en beauté pour la Palestine. A tout de suite. Ben voilà, de retour, on était justement en train de parler, on a vu des images, on voyait des femmes en train de faire du sport et je vous ai posé la question si c'était important de faire du sport par rapport à la rééducation du périnée, bien sûr. Oui, un sport adapté d'abord. Et alors quand on est juste à ces premières séances, on va choisir certains sports et pas d'autres. Et une fois qu'on aura fini nos séances et bouclé au moins 2 ans, c'est-à-dire que le périnée est bien renforcé, parce que on va avoir d'autres gestes, on va apprendre d'autres gestes. Parce que dans les séances de rééducation, il n'y a pas que la sonde et la manuelle. On va aussi adopter des gestes
spécifiques à certains comportements. C'est une éducation. C'est toute une rééducation. Vous n'allez pas descendre les escaliers comme avant. Vous n'allez plus tousser comme avant. Vous n'allez plus éternuer comme avant. Et même le bébé, quand la femme va prendre le bébé ou alors la grand-mère va essayer de prendre quelque chose, elle ne le prendra pas comme avant. D'accord. Donc tout ça, c'est une hygiène de vie qui va changer. Voilà. Et donc pour le sport, une fois qu'on aura fini, on aura bien bouclé les 2 années de rééducation, c'est-à-dire que le périnée a été bien renforcé, ça y est, on vit avec les habitudes qu'on a déjà acquis au cours des séances, à ce moment-là, on peut aller faire du sport. D'accord. N'importe quel sport. Voilà. À ce moment-là, on n'est Mais pas... sinon, tout ce qui est sport qui donne des coups vers le bas, comme oui, voilà, parce que ça tire vers le bas. Donc ça, il faut éviter surtout la première année. Faire du trampoline, par exemple, jamais c'est proscrit. la corde, le saut à la corde, jamais. Tout ce qui est zumba, jamais. Tout ce qui est step, jamais. D'accord. Voilà. Là, très important. Voilà. Donc, on parle du relâchement du périnée, qu'il est important de le stimuler, de le travailler. Je crois qu'on a un appel. On a Mama de Tlemcen, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Mama de Tlemcen, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Très bien, Je vous suis toujours, je vous suis tous les jours. C'est vrai. Vous nous avez déjà appelé, c'est pas la première fois. Ça m'intéresse beaucoup, ma famille, ma vie. Merci. Il y a ma vie, ma famille, parce que la vie t'en ça y est. C'est important aussi. Bien sûr, il faut se donner de l'importance pour pouvoir donner de l'importance à sa famille. C'est clair. Bon, je veux parler au médecin, à la sage-femme. Oui, allez-y, posez votre question, allez-y, bien sûr. Bon, je suis une vieille femme, âgée de presque 78 ans. Bon, je suis diabétique et tout ça, bon, ça va. Je fais que 2 accouchements, je n'ai que 2 filles. Mon dernier accouchement, c'est il y a 45 ans. Et maintenant, j'ai des fuites urinaires. C'est pas des fuites urinaires, c'est juste une empreinte, une petite empreinte comme ça dans les sous-vêtements. Oui. Alors, pour faire la prière et tout, je suis embarrassée. À chaque fois, je vérifie si mes vêtements sont tachés ou pas. Alors, mon médecin m'a donné des médicaments. C'est bon, si je vous dis le nom. Allô? Oui, on vous écoute. Oxyptane. D'accord. Oxyptane. Bon, 1,5 au début. Ensuite, elle m'a dit, si vous êtes embarrassé tout le temps, vous prenez un comprimé. D'accord. Bon, j'ai fini la boîte. Ça s'arrête quelques jours et puis ça revient. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, je sais pas, je n'ai pas fait de césarienne, j'ai eu 2 accouchements normaux, à voix basse. Seulement, mon deuxième bébé était trop gros. D'accord, là, il est belle. Mais ça fait 45 ans. Ma fille a fêté ses 45 ans dernièrement. Là, il est belle. Magnifique. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Ça m'embarrasse beaucoup, surtout pour faire la prière et tout. Et quand je sors, enfin, je mets toujours une bande ou quelque chose comme ça pour ne pas tacher mes vêtements. Mais c'est juste une petite empreinte. De rien du tout, mais quand même, ça fausse les ablutions. Bien sûr. On va vous expliquer tout ça. Merci, maman, de nous avoir appelés. Et merci d'être toujours aussi fidèle à notre émission. Merci beaucoup pour les émissions. Cette émission surtout, je vous suis tous les jours. Et je prie Dieu pour vous tous. Vous êtes tous mes filles, mes enfants. Merci beaucoup, Yadek Saha. Et bon courage, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup, maman. J'attends la réponse pour ce que je dois faire. Bien sûr, on va vous expliquer tout ça. Je suis diabétique, alors au départ, j'ai cru que c'était le diabète et tout ça, mais maintenant, ça continue. Ça fait presque 1 année que je suis comme ça. On va vous expliquer tout ça justement on va vous répondre. Merci beaucoup, maman. Au plaisir. Au plaisir, Inch'Allah. Merci encore une fois. Merci. Alors, je crois que c'est le cas classique voilà. Alors, c'est Madame comment? Mama. Mama. Elle se prénomme Mama. Voilà, Madame Mama, c'est juste pour vous dire que votre cas est un cas très banal. On reçoit beaucoup de femmes comme vous. Et apparemment, elle est très dynamique. Elle est voilà. Donc, avec quelques séances de rééducation, vous allez très vite reprendre votre vie sans fuite, Inch'Allah. Oui. Et puis voilà, et puis apparemment c'est pas la grosse débâcle, donc il y a de petites fuites, donc ça va très vite rentrer dans l'ordre. Seulement il faut juste passer pour une consultation d'appoint pour voir à peu près qu'est-ce qui dysfonctionne.
Et puis après, voilà, c'est tout. Il y a Donc toute à une hygiène Tlemcen, de vie. vous pouvez vous diriger vers un gynécologue ou une sage-femme? À Tlemcen, Tlemcen, elles ont Oran, je pense que c'est pas trop loin. Bon, je ne sais pas s'il y en a sur Tlemcen. Je pense que sur Oran, il y en a, parce que j'ai reçu des patientes d'Oran, elles me disent ça y est, maintenant à Oran, il y en a. Tlemcen, franchement, je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas au courant. Donc, allez, essayez toujours. Ce qui est important aussi, c'est d'aller vers un espace pratique. Oui. Là où vous pourrez facilement faire des séances, Des parce séances de qu'il vous réadaptation. faudra quand même au moins 10 séances. D'accord. Voilà. Très Donc, bien. et puis c'est tout, et puis voilà, et puis c'est pas grave du tout. Voilà. Très bien. Merci, merci. Alors on passe maintenant à un conseil pratique. On va parler de l'allaitement Oui. et du sevrage de l'allaitement qui n'est pas toujours évident, mais juste après le jingle, bien sûr. D'accord. Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'allaitement est important. C'est important pour la maman et pour le bébé aussi, mais le sevrage n'est pas toujours une tâche facile, que ce soit pour la maman mais pour le bébé. On culpabilise beaucoup aussi. Comment doit-on commencer un sevrage? Est-ce qu'on doit s'arrêter du jour au lendemain ou c'est progressif? Alors, il y a sevrage et sevrage. Vous avez le sevrage brusque qui arrive malheureusement à travers une circonstance malheureuse. Oui. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être quelque chose de malheureux qui vient interrompre comme ça la vie de la maman et du bébé. Et vous avez le sevrage normal où la maman arrive à voir les choses arriver, elle se programme, voilà. Alors, pour celui qui vient de façon brusque et malheureux, bon, on va essayer de faire avec... comme on peut, l'arrêt, le bain, voilà. Et pour celui qui vient comme ça normalement, il faut savoir que déjà un bébé, un nouveau-né est déjà une personne à part entière. Donc on ne va pas se comporter comme la tante ou la voisine ou la collègue de travail ou moi j'ai fait ça, moi je lui ai fait ça. Non, quand la maman va, c'est très important de connaître son nouveau-né. Chaque nouveau-né est différent, particulier. voilà. Voilà. Donc, si vous avez un nouveau-né qui est quand même plus calme, ou vous avez un nouveau-né qui est plus anxieux, vous avez un nouveau-né qui est quand même plus attachant, donc c'est la maman elle-même qui va savoir comment remédier à ça. Voilà. Alors, si ça se passe très tôt, bon, après, il y a plus de rapprochement, rentrant du travail, elle le prend un peu plus longtemps, elle sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Même, je dirais même qu'il c'est même très intéressant de parler avec le bébé. De lui expliquer à sa façon, avec des mimiques, avec des trucs. Et après, bon, s'il se fait plus tard, c'est-à-dire quand ça fait vers 10 mois, 12 mois, là c'est quand même plus facile parce que c'est quand même un enfant. Enfin, oui. Voilà. Il y a déjà l'alimentation qui est mise. Il y a l'alimentation qui va rentrer, voilà. en ligne. Donc ce sera plus simple pour le bébé d'accepter, on va dire, pas forcément, ça dépend comment que ça va se faire. Chaque bébé est différent, Oui. chaque avoir... lien entre bébé et maman est différent. Exactement, si la maman est distante, même à 11 mois, ça peut très mal se passer. D'accord. Parce que c'est un abandon. Oui, c'est clair. C'est un abandon. Et pour la maman, justement, pour arrêter, parce que même si on arrive à arrêter l'allaitement avec le bébé, on a trouvé notre compromis, comment trouver des solutions et tout ça, des substituts, comment arrêter la montée de lait? C'est un petit peu gênant pour la maman qui se retrouve justement encore à avoir du lait et qui ne le donne pas à son enfant. Comment faire pour que ce lait s'arrête? Justement, est-ce que c'est possible qu'il s'arrête du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a un traitement à prendre? Est-ce que des fois il y a une tisane, par exemple, comme on voit sur les réseaux sociaux? Des fois, bon, il y a un peu de parlodèle qu'on peut donner comme ça, mais bon, ça reste quand même un médicament. Mais ceci dit, vous savez, comme on l'a si bien dit la dernière fois, c'est le moteur de l'allaitement, c'est la succion. D'accord. Bon, donc les petites tisanes au fenouil, helba, tout ça, ça aide un peu. Mais si vous arrêtez de donner le sein, il n'y aura plus de lait. Ça va mettre un peu de temps. 2 jours, 3 jours, mais il n'y aura plus de lait. Il va y avoir un petit engorgement, on l'évacue, mais si vous ne donnez plus le sein, il n'y aura plus de lait. D'accord. Donc, ce que va faire la maman après, comme ça, un sevrage dont vous parlez, c'est éliminer au tire-lait ou alors le donner, je ne sais pas, le donner au tire-lait ou alors le jeter malheureusement, hein, si on peut. On peut toujours récupérer pour le donner dans un biberon. Ou alors, quand on a instauré, quand on a mis en place le biberon, voilà. donc à ce on peut moment-là, le congeler aussi. Oui. On peut le congeler, comme l'a si bien dit la dernière fois, congeler. Puis si vous avez une maternité à côté ou vous avez une parente, ou là vous pouvez le donner. Hein. Exactement. Il n'y a pas de souci. Et arrêtez de prendre beaucoup d'eau. Parce que quand on prend de l'eau, ça liquéfie le sein. Et puis ça stimule encore plus le fait de s'hydrater, de trop s'hydrater. Oui, on diminue un peu l'eau.
On ne donne plus le sein, on diminue, et puis pchoué, ça part. Voilà. Alors 2-3 jours, comme ça, commence à... Et puis il faut purger toujours le lait. Et justement, j'allais vous demander si on fait des massages, si on fait quelque chose, parce que ça peut être douloureux aussi. Ça peut être douloureux aussi, donc il faut bien purger. Et puis il faut savoir qu'aussi que quand on purge, on dégage, mais c'est pas comme la succion. Vous comprenez? Donc ça ne va pas stimuler. Quand on presse sur le sein, ou même le comment on appelle ça, l'appareil là pour... Le tire-lait. Le tire-lait, Oui. voilà, je cherchais. Donc le tire-lait, c'est pas comme la bouche du bébé. Exactement. Parce qu'il y a des hormones qui se changent, on l'a dit la dernière fois dans l'émission, qui s'échangent entre bébé et maman, qui font que le lait Il y a est des encore récepteurs. plus... Voilà. Tout au niveau de l'auréole. Voilà, et les lèvres de bébé, il y a comme des récepteurs qui se créent, et le mouvement de bébé est inémitable. Oui. Inémitable. Exactement. On revient vers l'intelligence artificielle qui ne pourra jamais remplacer égaler la l'humain. nature, voilà, exactement. Voilà, la nature est bien faite. Ah, oui. Et justement, et par rapport à cette petite déprime qui peut prendre la femme, ou cette peur, on se sent mal quand on arrête justement l'allaitement, on culpabilise, on se dit j'aurais pu continuer mais les circonstances ne me laissent pas le choix, je dois reprendre le travail, ou il y a des choses qui font que ce n'est plus possible. C'est vrai que on en prend un coup un petit peu. On culpabilise un petit peu. On culpabilise, mais je pense que ça c'est surtout la jeune maman qui culpabilise. Après, quand le deuxième arrive, le troisième, après ça passe. Donc c'est le début du début. De toute façon, on va culpabiliser pour l'école, on va culpabiliser pour la crèche, on va culpabiliser parce qu'on est parti en voyage et on n'a pas pris le bébé, parce que être maman, c'est culpabiliser aussi. Exactement. Et on ne peut pas être parfaite. La perfection n'existe pas, et justement la perfection est mauvaise aussi. Voilà, c'est ça. On ne peut pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis moi je pense que on peut toujours se rattraper côté rapprochement, mère-enfant, on peut donner un peu plus de temps, on peut câliner, on peut le mettre sur toujours le pot à pot. Hein. Cette méthode-là aussi, elle peut beaucoup apporter. Il y a toujours moyen de compenser. Voilà. Arrêtez de culpabiliser et tout va bien. Arrêtez de culpabiliser, voilà. Une maman qui... De toute façon, l'enfant a des récepteurs quand la maman vient vers lui et s'occupe de lui et c'est fini après. Voilà. Il pleure un petit peu, mais après c'est fini. Après ça ira. Oui. Très bien. Alors on va passer à la rubrique de Wahida Selmchif qui va nous parler de la Palestine, mais avant une petite chanson palestinienne. Oui. Voilà, pour nous mettre dans le bain. mood. D'accord, ça marche. Petite chanson palestinienne et on revient tout de suite après pour Wichel. نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلالي وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلالي وجبالك حرين يا على مكيلالي يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا نعهدك بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين ايه تحيا فلسطين نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية
شايع في البلدان. احنا هما اصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية. احنا المجاهدين يا أرض فلسطين. نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين. قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين. بسم الله الله أكبر على دم الأديان. لابد من حقيقة نصر نور عليه يبان. قد ما يكون الظلم يتكسر بجاك يا رحمن. Voilà. Et on a débuté la rubrique de Wahida Selmchif avec cette belle chanson de plusieurs artistes algériens. Exactement. Et on commence tout de suite. C'est un on joli continue. collectif, Ouais, en tout c'est un cas. joli collectif, une belle chanson qu'on aime bien dans Ma famille, ma vie, on Exactement. l'écoute souvent. Et justement pour continuer aussi dans un autre art aussi. Oui, Ben exactement. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de littérature. Voilà. Donc, il faut savoir qu'elle est très importante dans un pays. Donc, pourquoi la littérature? C'est qu'elle raconte l'histoire de ce pays. C'est une manière aussi de résister, de raconter l'autre version, parce qu'il faut savoir que surtout quand il y a un pays qui est en conflit et quand malheureusement on n'a pas la parole, on n'a pas la chance de s'exprimer, donc la vérité elle peut être détournée, ce qui fait qu'on utilise l'art et la littérature pour pouvoir s'exprimer, raconter la vraie version et la vérité. Et forcer la cause aussi. Exactement. Donc, il faut savoir qu'en Palestine, ils ont beaucoup d'auteurs et d'écrivains, ce qui est extraordinaire, ce qui est bien, qui sont même des lauréats, ils remportent des prix au niveau international. À partir de 1948, avant, ils écrivaient uniquement en langue arabe, exclusivement en langue arabe. À partir de 1948, les écrivains ont commencé par écrire en langue étrangère, notamment le français et l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'arabe, c'est pas maîtrisé partout dans le monde. Donc, par contre, si on s'exprime en français ou en anglais, on a plus de lecteurs. Ça diffuse mieux. Voilà. Exactement. Donc, il y a même les maisons d'édition qui sont prêtes à les prendre en charge pour pouvoir éditer leurs livres. Et à partir de là, ils ont commencé par raconter l'histoire de leur pays, la résistance avec des langues étrangères. D'accord. On a un premier livre, La foi. Oui. Justement, il y a des écrivains que... Voilà, j'arrive. Aujourd'hui, j'ai choisi un peu les livres que j'ai lus et qui m'ont un peu marqué. Je voulais, comme dans Ma famille, ma vie, on partage tout avec nos téléspectateurs. Donc, je voulais vraiment vous partager ces beaux livres, histoire de vous donner envie de les lire et d'aller les chercher. De toute manière, ils sont disponibles sur Internet, en libre accès, en PDF. Voilà, on télécharge et on peut les lire. Exactement. Donc, il y a plusieurs auteurs. Je commence par Selma Adber. C'est une ancienne avocate des droits de l'homme. Donc, elle a beaucoup écrit des livres racontant l'histoire et la résistance de la Palestine. Donc, je vous invite vraiment à aller la découvrir, à aller la lire et à aller lire ses bouquins. Il y a aussi, je n'arrive pas à voir, tu me diras. Gaza dans la peau. D'accord. Donc, il y a aussi Elias Sandbar. Donc, il est historien et écrivain. L'avantage avec lui, c'est qu'il raconte l'histoire de la Palestine d'une autre version. Pas la version que peut-être un autre Palestinien pourrait raconter, mais un historien, quand il nous raconte, il n'oublie aucun détail. L'étoile de la mer, le livre. Oui, c'est ça. donc, Oui. Exactement. Donc, lui, il raconte le petit détail. Peut-être que moi, si je raconterais une histoire, ça ne sera pas de la même manière qu'un historien, tout simplement parce qu'ils accordent de l'importance même à tout, absolument tout, la date, l'heure, la couleur, le temps, comment il faisait, quel temps ce jour-là. Donc, lui, il est excellent. Moi, je l'adore. Il y a aussi Ilyes Khoury, donc il est critique littéraire, il est aussi auteur d'une dizaine de livres en plusieurs langues étrangères. Donc lui, il a eu la chance et l'avantage de voir ses livres se faire traduire en plusieurs langues et surtout se vendre partout à l'étranger. Ça, c'est un avantage, mais aussi il a gagné un grand prix littéraire palestinien. Et quand on gagne un prix, on a des petits avantages. Parmi les avantages, c'est de reproduire le livre ailleurs, l'éditer ailleurs, mais aussi en plusieurs langues étrangères. Et c'est un peu gratuit, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est une force, c'est une arme pour pouvoir raconter le vécu d'un Palestinien. Il y a aussi Sahar Khalifa, que j'adore
Alors elle en fait, malheureusement, elle vit à l'étranger, mais elle a toujours son cœur qui est en Palestine, à la bande de Gaza. Elle raconte le malheur, c'est malheur de dire comme ça, les malheurs que vivent les femmes palestiniennes au sein de la Palestine. Donc ces livres, ils sont vraiment, si vous voulez... Le porte-voix des femmes palestiniennes. Exactement, c'est un porte-voix de la femme palestinienne. Et surtout avec notre sujet aujourd'hui, vous allez voir que vous allez être très très touchés lorsque vous allez lire ces livres. Voilà. Donc j'ai choisi ces livres-là pour vous faire découvrir et les partager avec vous. Merci, avec plaisir. Très intéressant. On va retrouver l'émission, bien sûr, sur la plateforme YouTube, sur les réseaux, sur YouTube ou sur Canal Algérie, si vous voulez revoir l'émission, voir de quoi on a parlé aujourd'hui. On a parlé du Périnée, bien sûr. On a parlé de littérature, de livres, justement, qui parlent de la Palestine, qui parlent de Gaza. Donc, si on veut retrouver les titres des livres, n'hésitez pas à aller sur Canal Algérie, sur YouTube ou sur Facebook. Tapotez Canal Algérie, Ma famille, ma vie, vous allez tout retrouver dessus. Et je voulais finir aussi avec des derniers conseils, justement par rapport au périnée pour les femmes qui ont l'intention, par exemple, d'avoir un enfant ou qui sont sur le point d'avoir un enfant ou qui ont déjà eu un enfant. Le périnée, ça peut se travailler à n'importe quel moment. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Oui. Absolument. Donc, le périnée, il offre une chance terrible, magnifique, pas terrible, mais magnifique, c'est qu'il peut se faire travailler à n'importe quel moment, c'est-à-dire entre 20 et 80. 80 surtout quand on est mobile et quand on est en bonne santé, voilà, franchement, c'est surtout ça qu'il faut faire passer. Et pas hésiter à en parler à ses filles aussi. Quand on est maman, parler du périnée aux filles. C'est vrai que c'est pas toujours évident de parler de certains sujets, mais là, ça se démocratise un petit peu plus. On parle plus à nos filles, on essaye de communiquer. Avoir l'information de la maman, c'est mieux que de l'avoir sur Internet ou par rapport à dans d'autres sites où peut-être l'information peut être erronée. Donc, essayer de sensibiliser par rapport à ça et parler à ses filles de la vie de la femme, de tout ce qui va arriver dans cette vie et à quoi il faut faire attention. Oui, il y a ça aussi, mais à mon avis, ce qui est très important, c'est de faire passer un message comme disant que le périnée, s'il est défaillant, c'est parce qu'il a été malmené. C'est pas parce qu'on est vieille, c'est pas parce qu'on ressemble à une vieille, c'est pas parce qu'on est vieille et c'est fini. Voilà, c'est surtout jamais ça. fini. Voilà. Parce que culturellement parlant, tu as eu 5 enfants, écoute, c'est normal. Ou alors, s'il y en a qui commencent à se plaindre comme ça en catimini, écoute, c'est la grossesse, c'est comme ça, tu ne retrouveras jamais le corps d'avant. Voilà, on met tout ça dans la normalité. C'est tout à fait normal après avoir eu un bébé, 2, 3, c'est tout à fait normal d'être comme ça, il n'y a rien à faire, tu vas t'y habituer. Voilà, c'est alors comme que ça. non. Alors que pas du tout. C'est surtout ça, mon message final, c'est ça. C'est pas normal de traîner avec des désagréments pareils, parce que c'est la vie sociale on rompt avec la vie sociale. Moi, je sais qu'il y a des femmes jeunes, de 40-50 ans, qui n'allaient plus au mariage parce que, il y avait trop de fuites et que c'était pas possible d'aller comme ça vers les sanitaires et elles n'étaient pas à l'aise, donc elles avaient arrêté carrément. Donc, ou alors, par exemple, elle ne va pas à tel endroit parce que c'est trop loin, parce qu'il n'y a pas de sanitaire. Ou alors, je ne prends pas l'autoroute. Voilà. Parce que alors, tout ça fait qu'on ne vit plus. Oui, on devient casanière, on préfère rester à la maison pour être tranquille. Voilà, on est tranquille, c'est comme ça qu'on assure. Voilà. N'hésitez pas à vous faire consulter, à aller consulter soit un gynécologue, une sage-femme pour dépister tout ça, pour savoir si tout va bien et si ça ne va pas, la rééducation existe et n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci Madame Amel Oudfla Tamdalari, vous êtes sage-femme, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, nous avoir informé sur l'importance du périnée. Merci Wahida. Avec plaisir. On se retrouve demain, en direct toujours sur Canal Algérie à partir de 10h30, donc mercredi demain. Et moi, je vous dis bonne journée avec le reste des programmes de votre chaîne, j'espère, préférée Canal Algérie. Et bonne journée. Au revoir.